La plupart des gens pensent que Jules César est une pièce sur la mort d'un grand leader. Le titre semble le confirmer. Jules César, l'homme le plus puissant de Rome. Nous nous attendons à voir son ascension, sa chute et la fin de son histoire. Nous nous attendons à ce que sa mort soit au centre de la tragédie. Le moment vers lequel tout converge. Mais Shakespeare fait quelque chose de profondément étrange. César meurt au milieu de la pièce. Pas à la fin, pas comme conclusion, mais alors que l'histoire doit encore se poursuivre. Et la pièce ne s'achève pas avec sa mort. Elle continue, les conspirateurs sont toujours en vie. Ils continuent à parler, ils continuent à essayer de justifier ce qu'ils ont fait. Et peu à peu, quelque chose devient évident. La mort de César ne résout rien. Elle n'apporte ni ordre ni clarté. Elle ne fait qu'ouvrir un vide. Et dans ce vide, la pièce révèle son véritable objectif. Car Shakespeare n'a pas écrit cette tragédie pour nous montrer comment César meurt. Il l'a écrite pour nous montrer ce qui se passe ensuite. Ce qui se passe dans l'esprit de ceux qui ont franchi cette limite. Ce qui se passe lorsqu'une décision ne peut être annulée. Et c'est à ce moment-là que nous comprenons quelque chose d'inattendu. Jules César n'est pas l'histoire de la mort d'un homme. C'est l'histoire des conséquences de la décision de le tuer. Si Jules César n'est pas le véritable centre de l'œuvre, alors qu'il est ? La réponse ne se trouve pas dans l'homme qui meurt. Elle se trouve dans l'homme qui décide. Dès le premier acte, Shakespeare nous permet d'entrer dans l'esprit de Brutus. Nous n'entrons pas dans l'esprit de César. Nous n'entendons pas ses doutes les plus intimes. Mais nous entendons ceux de Brutus. Nous le voyons réfléchir, nous le voyons résister, nous le voyons essayer de se convaincre que ce qu'il va faire n'est pas de l'ambition, mais un devoir. Et cela change complètement la lecture de la pièce. Car Brutus n'agit pas par haine, il n'agit pas par envie, il n'agit pas pour son profit personnel. Il agit pour une idée. L'idée que Rome doit être libre. L'idée qu'aucun homme ne doit concentrer trop de pouvoir. L'idée que prévenir une tyrannie peut justifier un acte extrême. Et c'est là que réside le véritable conflit. Non pas entre César et Brutus, mais à l'intérieur de Brutus. Entre sa loyauté personnelle et sa loyauté envers une abstraction politique. Shakespeare nous montre chaque étape de ce processus. Comment le soupçon devient argument, comment l'argument devient certitude, et comment la certitude finit par faire taire le doute. En ce sens, Jules César n'est pas une tragédie politique. C'est une tragédie morale, car le protagoniste n'est pas l'homme qui tombe sous les poignards. C'est l'homme qui lève le sien, convaincu qu'il fait ce qui est juste. Il y a un moment dans la pièce où tout bascule. Ce n'est pas le discours, ce n'est pas la conspiration. C'est l'instant où la décision se transforme en acte. Jusqu'à ce moment-là, Brutus peut encore s'arrêter. Il peut se retirer, il peut avouer ses doutes. Il peut choisir la loyauté personnelle plutôt que le principe politique. Mais une fois que le poignard est levé, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et Shakespeare construit cette scène non pas comme une explosion de violence, mais comme un moment de révélation. Lorsque César regarde Brutus et dit « Toi aussi ?» la tragédie n'est plus politique. Elle est humaine, car à cet instant, le meurtre cesse d'être un acte stratégique. Il devient une trahison, et la trahison ne consiste pas simplement à éliminer un adversaire. Elle consiste à rompre un lien. Elle consiste à détruire la confiance qui maintenait l'ordre invisible entre les personnes. Brutus croit sauver la République, mais il ne comprend pas que l'ordre politique repose sur quelque chose de plus fragile que les lois. Il repose sur la loyauté, sur la confiance, sur la parole donnée. Lorsque ce lien se rompt, quelque chose de plus profond se brise avec lui. Et c'est pourquoi, après le meurtre, rien ne s'améliore. Il n'y a pas de soulagement. Il n'y a pas de restauration, seulement un sentiment croissant d'instabilité, comme si le monde lui-même avait été bouleversé par un acte qui visait à le corriger. C'est à ce moment-là que la pièce abandonne la question « Était-il nécessaire de tuer César ?» et en pose une autre, plus troublante. Que se passe-t-il lorsque la conscience justifie l'injustifiable ? Les conspirateurs pensent que tout est sous contrôle. Ils ont éliminé l'homme qu'ils considéraient comme dangereux. Ils ont proclamé la liberté. Ils ont expliqué leurs raisons au peuple. Et, l'espace d'un instant, il semble que l'histoire puisse leur obéir. Mais Shakespeare introduit un détail décisif, Marc-Antoine. Non pas en tant que héros, non pas en tant que vengeur impulsif, mais comme quelqu'un qui comprend quelque chose que Brutus ne comprend pas. Que le pouvoir ne disparaît pas lorsqu'un homme meurt. Il change simplement de main. Le célèbre discours funèbre n'est pas seulement un brillant exercice d'éloquence. C'est une démonstration de la manière dont on peut modeler la perception collective. Brutus parle d'honneur. Antoine s'adresse aux émotions. Brutus fait confiance à la raison du peuple. Antoine comprend son ressentiment. Et en quelques minutes, l'ordre que les conspirateurs pensaient avoir rétabli commence à s'effondrer. La foule se transforme, la ville se déstabilise, et la violence qu'on voulait éviter revient multipliée. C'est là que se révèle la deuxième grande illusion de la pièce. Croire qu'un acte ponctuel peut contrôler un processus historique. Brutus pensait pouvoir intervenir dans le cours du pouvoir et l'arrêter d'un geste décisif. Mais Shakespeare montre quelque chose de plus inquiétant. Lorsque l'équilibre est rompu, le passé n'est pas restauré. L'avenir s'accélère, et cet avenir n'appartient plus à ceux qui ont initié l'action. Jusqu'à présent, nous avons lu Jules César comme une tragédie politique et morale. Mais une question plus profonde demeure.
Pourquoi Shakespeare a-t-il choisi cette histoire? Pourquoi, au moment où il l'a écrite, a-t-il décidé de raconter la chute d'une ancienne république? Pour son public, Rome n'était pas seulement un décor historique. C'était un miroir, un espace sûr où il pouvait observer des conflits qu'il ne pouvait pas nommer directement. Dans l'Angleterre de Shakespeare, le pouvoir, la loyauté et la religion n'étaient pas des questions abstraites. C'étaient des questions qui divisaient le pays depuis des décennies. Il y avait eu des ruptures. Des serments avaient été rompus. D'anciennes loyautés avaient été déclarées illégitimes du jour au lendemain. Et après chaque rupture, la clarté promise n'était pas au rendez-vous. La suspicion s'est installée, la persécution s'est installée, une instabilité qui semblait sans fin s'est installée. Dans ce contexte, l'histoire d'hommes qui trahissent un leader, convaincus qu'ils sauvent l'ordre établi, prend une résonance particulière, car dans la pièce, la trahison ne rétablit pas la République. Elle déclenche une chaîne de violence que personne ne peut contrôler. La confiance s'érode, les alliances deviennent fragiles, la peur remplace la certitude. Et le résultat final n'est pas la liberté, mais un nouveau pouvoir, encore plus froid, encore plus implacable. Shakespeare n'affirme rien de manière directe. Il ne pointe pas du doigt. Il ne mentionne pas son présent. Mais il laisse le parallélisme faire son œuvre. Rome pouvait être Rome, mais elle pouvait aussi être n'importe quelle nation ayant connu une rupture radicale avec son passé. Toute société qui aurait décidé que détruire l'ancien était le prix à payer pour construire quelque chose de nouveau. Et la question qui traverse l'œuvre n'est pas seulement politique. Elle est historique. Une communauté peut-elle trahir ceux qui la soutenaient, sans déclencher des forces qu'elle ne pourra maîtriser? Peut-elle rompre un lien fondateur et espérer que l'ordre reste intact? Dans Jules César, la réponse semble claire. La trahison ne s'arrête pas à l'acte. Elle se poursuit dans ses conséquences. Et ces conséquences ne font pas de distinction entre les motifs nobles et les ambitions cachées. Elles frappent tout le monde de la même manière. C'est pourquoi l'œuvre reste d'actualité. Parce qu'elle ne parle pas seulement de Rome. Elle ne parle pas seulement du XVIe siècle. Elle parle de tout moment où une société, ou même une personne, se convainc qu'une trahison est nécessaire pour se sauver. De tout instant où quelqu'un décide que la fin justifie la rupture de la loyauté. Que rompre un lien est le prix inévitable de l'ordre. En ce sens, la figure de Brutus transcende la politique. Elle se rapproche de quelque chose de plus ancien, de cette image récurrente du traître qui croit accomplir une mission supérieure. Comme Judas, convaincu que son acte répond à un dessein plus élevé. Mais dans la pièce, comme dans l'histoire, la trahison ne rachète pas. Elle ne restaure pas, elle ne laisse qu'un vide que personne ne peut combler. Pour plus de classiques, abonnez-vous et laissez un j'aime. Lien vers une édition illustrée du livre avec traduction officielle dans la description.